Diogo é nosso autor convidado também. Ele é romancista, jornalista, tem um livro sobre a presença libanesa na política brasileira, né? Um livro chamado Brimos, que é muito interessante. Álvaro Hazuki poderia estar nesse livro. E ele também agora lançou um livro, um romance, seu primeiro livro de ficção, e vai lançar aqui na feira, né? Quando é que vai ser? Que dia que é? Sábado às 5, aqui nesse palco. Então a gente está abusando um pouco aqui do Diogo hoje como mediador, que excelente jornalista que ele é. E aí no sábado vocês estão convidados a ouvir. O Diogo vai falar junto com uma outra autora francófona de origem árabe, que é a Fátima Daas, né? Fátima Daas vai estar presente. Vocês escutam? Tá perfeito? Podemos começar? Muito bem. Então, eu tenho uma alegria enorme de receber esses dois autores aqui. São dois expoentes da nova literatura em língua francesa, que estão injetando um novo fôlego na literatura, numa língua literária tão monumental como a língua francesa. Eles estão, a partir dos seus livros, revitalizando. Eu tenho até a alegria de ser o tradutor de um deles. Eu traduzi um livro do Abdellah Tayyah, então é uma honra dupla para mim estar aqui. E o Max Loeb é um autor que eu tive a alegria de conhecer também aqui, trabalhando na Feira do Livro, e ele aceitou com muito entusiasmo. Eu agradeço muito aos dois pela presença. Diogo, estamos nas suas mãos, muito obrigado. Lembrando que vai ter ali na Livraria Dois Pontos, em seguida, os autógrafos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Bom, todo mundo já foi apresentado. Só lembrando vocês que a gente vai conversar mais ou menos por 1 hora, depois a gente abre para 15 minutos de perguntas do público, acho que são perguntas por escrito, tem monitores aí pelo palco. Então vamos começar. Eu queria começar falando com o Abdallah, né? Eu tenho uma pergunta para você, Abdallah, sobre o gênero da autobiografia, né? Que é uma coisa que está bastante em voga no mercado francês, né? A gente teve o fenômeno da Annie Ernaux recentemente, e a sua obra tem muito de você, né? Muitos dos seus livros têm muito da sua experiência como imigrante, né? A sua saída do Marrocos, a sua ida à França. Então eu queria começar conversando um pouco sobre isso. Como que é essa decisão de ter esse tom autobiográfico na sua obra? Bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureux d'être au Brésil. C'est la 3e fois que je viens ici. Et pour moi, je sens qu'au Brésil, il y a comme une continuité de toutes les histoires que j'ai vécues dans ma première vie au Maroc. Et justement, la question de l'autobiographie me vient du Maroc. Je suis né dans une famille très nombreuse. Je suis le 8e enfant. Il y a 6 sœurs avant moi, un grand frère. Et quand j'étais petit, j'étais totalement fasciné par ce qu'ils avaient vécu avant moi, ce temps d'avant, des frères et des sœurs, dont ils ne cessaient de parler devant moi. Mais moi, je n'étais pas dans ce temps-là. Or, ce temps, il était là, présent tout le temps devant moi. Et je pense que c'est cette fascination d'abord pour mes sœurs. J'ai 6 sœurs qui étaient toutes plus divas les unes que les autres, qui étaient toutes plus dangereuses pour nous, les garçons dans la famille, mais qui n'avaient absolument pas peur du monde, de la société, qui voulaient avoir du sexe, qui voulaient jeter des sorts sur les gens. Et moi, ce qu'elles racontaient, ce que je voyais mes sœurs faire dans la vraie vie, je me disais, ces histoires, qui sommes nous, qui sont elles, qui sont moi, sont tellement extraordinaires qu'il faudra un jour que je les écrive, que je les transforme en un film égyptien, en un soap opéra brésilien ou quelque chose de cet ordre. Parce que je trouvais que c'était merveilleux ce qui se passait entre nous. C'était peut-être très pauvre, d'une famille très pauvre, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Pour moi, l'autobiographie, elle est née là, de cette fascination pour mes sœurs, pour ma mère qui crie, pour le père qui avait abandonné le pouvoir et qui laissait ma mère tout faire. Et je trouvais que ce qui se passait entre eux et devant moi était tellement beau, tellement fort, qu'il fallait que je le prenne un jour, que je le mette, que je le transforme d'une certaine façon en film, en littérature.
Donc tu vois, pour moi, l'autobiographie n'est pas seulement une histoire de parler de moi, mais de comment je vais parler des autres autour de moi à partir d'un point de vue précis, qui est peut-être moi, mais qui est aussi les autres. Et ce point de vue, pour moi, avant d'arriver dans la littérature, il existe dans la vraie vie. Donc je n'ai pas attendu Annie Ernaux pour découvrir l'autobiographie. L'autobiographie était déjà dans Mes sœurs. Mais ces 6 sœurs, c'était des divas, hein, toutes des superstars. Donc elles se bagarraient, elles m'utilisaient moi pour trouver les garçons dans la rue. J'assistais au sexe, j'assistais au débriefing du sexe. Donc il se passait des choses qui étaient de l'ordre de la transgression, mais dans la vraie vie. Je n'avais pas attendu la littérature pour découvrir l'héroïsme, la résistance, la libération, l'émancipation. Donc tout ça existait avec nous, entre nous. Donc j'estime que je suis devenu écrivain autobiographique, mais avec mes sœurs, avec ma mère. Je suis dans une autobiographie collective, pas du tout, pas une petite autobiographie narcissique. Ça ne m'intéresse pas de ne parler que de moi. C'est Ótimo, une ótimo. chance en fait. C'est une chance d'être né avec toutes ses sœurs. Et puis il y avait tout ce temps-là qu'elles avaient vécu toutes seules sans moi. Ça, je pense, c'est là où naît quelque chose de l'ordre de l'écriture. Comment on va restituer le temps des autres. Et même le fait d'être homosexuel, au début, c'était très heureux d'avoir 6 sœurs, des divas. J'ai appris à être homosexuel en imitant mes sœurs. Donc mes sœurs étaient aussi homosexuelles que moi. Et voilà, et donc au départ. Hein. Après, les choses se sont compliquées. Mais au départ, il y avait quelque chose de l'ordre d'accord, nous sommes arabes et musulmans, but who cares? Mais ce n'était pas important, voilà, toutes ces limites, tout ce que la société peut mettre sur nous comme prison. Et je pense que l'écrivain que je suis, il se souvient de tout cela. Et il ne peut pas oublier tout cela. Voilà. Obrigado, obrigado. Gente, a tradução está funcionando bem para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá, tá. Oui, oui. Max, vou perguntar então a mesma coisa para você. Eu sei que sua obra talvez seja um pouco menos diretamente, né, autobiográfica, mas a gente estava falando sobre isso recentemente. O quanto de você tem no seu livro, né, na Trindade Bantu, por exemplo, né, a história da mãe, ou mesmo a história de alguém que migra da África francófona para a Suíça, né? Como é que você lida assim? Como é que você dosa a sua vida na sua ficção? Euh, bonjour, c'est vraiment c'est un plaisir d'être là. Moi, c'est pas ma 3e fois, c'est ma toute première fois d'être au Brésil et c'est un privilège. Merci pour la traduction en signe, c'est incroyable. Merci. L'autobiographie, mais finalement, on s'en fiche un peu de ma vie, quoi. C'est pas... Ce que j'ai vécu, moi, c'est pas important. C'est ce que nous vivons. C'est le dénominateur commun qui est important. Au-delà de la frontière des origines, de la couleur de la peau, de ce qu'on se prend dedans. Dedans. Je parle souvent de bouche à anus parce que c'est un seul canal et on ne parle que de ce canal-ci. On ne parle pas de l'autre. C'est très lié pourtant. Et c'est peut-être ça qui nous réunit. Qu'est-ce que c'est qu'une vie sans anus ?
Ça veut dire qu'on garde toute la merde. Alors pour cela, je pense que la bouche, qui est l'organe de prophétie, l'autre anneau est l'organe qui doit absorber le plaisir et rejeter la merde. Et à partir de là, l'autofiction commence à devenir très intéressante pour moi. C'est pas important si j'ai vécu des discriminations. C'est pas important le parcours que j'ai eu du Cameroun vers la Suisse, d'avoir des bons purs homophobes au nom du Christ. Ils m'ont quand même payé les études, j'entends. Je ne serais jamais devenu celui que je suis aujourd'hui s'ils ne m'avaient pas payé les études. Et rien que pour cela, j'ai une gratitude infinie. Mais maintenant, ça n'empêche que nous puissions parler de tout ce que nous absorbons et tout ce que nous rejetons. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on ait un passeport vert, qu'on ait un passeport rouge, bordeaux, bleu, qu'on vote à gauche, à droite. On a tous ces petits secrets-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Et en cela, l'autobiographie, c'est une autobiographie collective. Voilà. Obrigado, Max. E eu queria aproveitar o ensejo e falar de sexualidade, né? Eu imagino que sempre que vocês dois vão a eventos literários ou dão entrevistas, vocês acabam sendo questionados sobre isso, né? A presença da sexualidade na obra de vocês, né? O ser um escritor homossexual. Isso é uma coisa que incomoda vocês? Isso é de alguma maneira redutivo para vocês? Como é que vocês lidam com isso, né? Com a exposição da sexualidade e essa questão da identidade do escritor? Começando talvez pelo Abdella. Tout d'abord, ça ne me dérange absolument pas. Pour la même raison que je venais de dire tout à l'heure, je suis né dans l'indécence même. Donc j'ai vu et j'ai participé à la sorcellerie du Marocain, des femmes marocaines. J'ai jeté moi-même des sorts sur des gens. Et quand je suis arrivé en Europe, à Paris, je ne fais qu'appliquer ce que j'ai appris au Maroc. Et ça passe beaucoup par le sexe. Donc, arrivé à l'écriture, donc il est hors de question de faire un chemin arrière. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas devenir cet arabe attendu, un cliché ambulant. Ne pas transformer ce qu'on a vécu en une certaine façon pour être accepté. Mais, donc voilà, il y a cette question de départ. Il y avait une indécence générale. On allait tous dans le hammam public. Hein. Donc voilà, et dans le hammam public, il se passait beaucoup de choses. Et justement, les mots de l'écrivain ne sont plus si utiles que ça. Qu'est-ce qui se passe entre les corps? Comment ils arrivent à sexualiser? Et pour y arriver, c'est à la fois compliqué, mais il faut aussi beaucoup d'audace.
Et encore une fois, je parle de cette histoire de mélange, d'une forme de chaos entre nous, les sœurs, les frères, le père, la mère, moi. Quelque chose d'originel qui finit par devenir notre matrice éternelle. Et je pense que dès que je suis arrivé à Paris, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui essayait de faire de moi un petit arabe domestiqué. Et j'ai compris qu'il y avait une mémoire en moi, qu'il fallait l'écrire tout de suite avant que je devienne ce petit arabe BCBG qui cite François Truffaut et Robert Bresson est très ennuyeux. D'accord, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au Maroc, les lois, le pouvoir, les riches, mais il y avait cette chose de départ avec mes sœurs, et il y avait beaucoup de sexe là-dedans. Donc voilà, c'est avant même d'arriver à la question comment exprimer l'homosexualité, comment exprimer les thèmes LGBT, d'une manière intellectuelle, ou réfléchie, ou sociologique, je sens souvent qu'il faut juste que je reste dans la vie. Et comment tout cela s'est exprimé en moi, autour de moi. Maintenant, évidemment, à l'âge que j'ai aussi conscience des manques terribles qui, dans la société, on vit, de nos récits, de nos histoires, de notre façon de s'aimer, de notre façon de parler. Cette beauté qui existe entre nous et en nous, que les hétérosexuels ne veulent pas entendre. Donc je pense qu'avec l'âge, il faudra que je devienne encore plus homosexuel que je ne le suis déjà. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver. Max, même. C'est dommage, à chaque fois qu'on parle d'homosexualité, on voit d'abord, ou plutôt seulement le sexe. On ne voit pas les parcours, on ne voit pas la singularité des gens. Bien sûr qu'on peut parler de sexe. Bien sûr que ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, ça veut dire quoi hétérosexuel? Ça veut dire quoi homosexuel? On a tous des questionnements. Je parlais de secret tout à l'heure. Je viens d'un pays, je suis du Cameroun, et ça fait des années et des années que je vis en Suisse. Mais en Suisse, où par exemple la prostitution est légale, j'ai rarement vu des hommes en route en train de se prostituer. Mais au Cameroun où c'est puni par la loi, on emprisonne, il y a des hommes qui se prostituent quand même dans la rue. C'est le grand bésodrome. Cette hypocrisie originelle, il faut simplement avoir le courage de briser l'omerta. Briser l'omerta, ça veut dire quoi? Il faut avoir le courage de dire. Dire. Quand vous vous rendez compte que des personnes que vous admirez, des intellectuels, des politiciens, et souvent des grands donneurs de leçons, sont les premiers qu'on retrouve dans des histoires de hashtag MeToo, de viol, de tout ça. Oh, même au Vatican. Oula, bunga bunga. Non, sérieusement. Ayons du plaisir dans ce que nous faisons. Ayons le courage de devenir ce que nous sommes.
Je pense que c'est la seule façon, en fait, de vivre même pleinement sa sexualité, hein. J'entends souvent le discours, ouais, mais il y a trop de violence, l'assujettissement de la femme, et qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes? Oh, mais c'est pas à moi d'éduquer vos enfants. Et puis, quand il y a deux hommes qui sont ensemble, qui est-ce qui est violenté, qui est-ce qui est piétiné? Il faut simplement libérer sa pensée, libérer ses envies. Décider de faire, de ne pas faire, de faire avec une seule, de faire avec plusieurs. Du moment qu'on est conscient de ce qu'on fait ou qu'on veut tester des choses, pourquoi pas? Mais moi, je voudrais te renvoyer la question. Si tu avais eu un écrivain ou une écrivain hétérosexuel, est-ce que tu lui aurais posé cette question du sexe? Sim, sim. Eu acho que é exatamente por isso que eu perguntei para vocês. Obrigado, Max. E exatamente, vocês estão me ouvindo? Então, exatamente por isso eu tinha te perguntado, né, se isso incomodava vocês, porque eu acho que tem essa tendência, né, quando você tem um escritor abertamente homossexual, né, existe essa tendência de trazer a sexualidade para a obra, né, era exatamente por isso que eu perguntava para vocês. E se a gente puder falar um pouco sobre língua, que vocês são dois grandes expoentes que escrevem em francês, né, mas que não nasceram na França, que eu acho que essa é uma das questões mais interessantes que a gente poderia debater aqui também. E começando com Abdella. Abdella, claro, sua língua natal é o árabe, né, marroquino, você aprendeu francês, obviamente, no Marrocos, mas a sua língua natural é o árabe, né? Como é que é a sua escolha em escrever em francês, né? Como é que foi esse processo? Existem temas sobre os quais é mais fácil escrever em francês? Existem temas que são atrelados à língua? Como é que você lida com isso na sua obra? Je suis désolé, mais je ne vais parler que de mes sœurs aujourd'hui. Parce que je me souviens très bien quand il y avait les intellectuels marocains qui parlaient à la télévision marocaine en français en imitant les Parisiens. Je me souviens de ces séances de débriefing où on se moquait d'eux, on les détruisait. Cette façon de parler une autre langue pour nous dire qu'ils sont mieux que nous, qui n'avons que la langue arabe. Donc malheureusement pour eux, nous n'avions pas peur de cette façon qu'ils avaient d'utiliser la langue de la colonisation et d'une certaine façon de perpétuer un certain colonialisme français au Maroc. Mais mes sœurs ne voulaient pas se marier avec un homme riche qui habite Rabat ou Casablanca, ne voulaient pas devenir une ministre ou des choses comme ça. Mais elles avaient une façon comme ça de faire une destruction complète de ces riches qui osaient apparaître devant nous, chez nous, et nous parler en langue française et citer Descartes et Victor Hugo, mais comme si Victor Hugo, notre cousin ou notre tante. Nous n'avions rien à voir avec Victor Hugo, mais il nous disait que Victor Hugo était le destin de nous. Mais nous, on résistait à ça. Pourquoi Victor Hugo pourrait-il devenir le destin des Marocains? PD ou non PD? Est-ce que notre réalité à nous, dans laquelle on vit, n'est pas suffisante pour nous, pour qu'on y vive, qu'on progresse, qu'on baise, qu'on fasse du mal, et surtout qu'on pense notre réalité à partir de nous et à partir de notre langue. On nous disait que le français est là pour nous penser nous, et que nous ne n'étions pas assez pour penser nous-mêmes dans notre propre langue. Et que pour penser ce que nous sommes, il fallait aller à la langue française.
Bref, c'est une continuité du colonialisme dans sa plus pure expression. Mais heureusement, je le dis encore une fois, je reviens à ses sœurs, Fatima, Latifa, Rabia, Najet. Je dormais avec elles, elles changeaient leurs vêtements devant moi, je changeais mes vêtements devant elles. Et il y avait là quelque chose d'une, je le redis et je le redis, d'une destruction du système politique marocain d'abord, même du roi, parce qu'ils avaient une forme de fashion policy. Dès qu'il y avait le roi qui apparaissait à la télévision, elle jugeait ses vêtements. Donc avant que le fashion police ne soit inventé par je ne sais qui, mes sœurs, dans les années 80, tout était détruit. Les couleurs des vêtements, les chaussures, la gourmette, les bagues, les montres, les Rolex et tout ça. Donc cette parole critique des pauvres était tout sauf pauvre. C'est en fait quand on arrive plus tard au monde des intellectuels, quand on arrive aux ceux qui ont le pouvoir à l'université, que ces gens-là essaient de vous ramener à quelque chose d'étroit. Et cette étroitesse se passait dans la langue française. Donc quand j'ai décidé de pratiquer et d'apprendre la langue française, il fallait élargir la langue française. Il fallait ramener ce qui se passait au départ dans la langue française. Ne pas avoir peur de ce monde, de ces grands écrivains, de Simone de Beauvoir, de Camille Claudel, de tous ces gens, parce qu'ils étaient cités en nous plus grands que nous. Or, je le dis, je le répète, mes sœurs n'avaient peur de personne. Excelente. E Max, uma das coisas fascinantes no seu livro, né, na Trindade Bantu, é esse uso de um francês africano. Não sei se é o termo correto, né, mas você tem expressões, por exemplo, do francês do Camarões, a palavra motamoter, por exemplo, que é traduzida como ignorante no livro, provérbios como quem está com diarreia não tem medo da escuridão, né? Como é que é esse processo de trazer, acho que usando as palavras do Abdella, né, de alargar, né, de ampliar o francês e trazer esse francês da África? Como é que é esse processo na sua literatura? Alors, mais là, pour ni basana, non dit ton mot mais j'ai une langue que je peux utiliser, j'ai des langues africaines que je peux, mais personne ne va me comprendre. Mon rapport à la langue française est un rapport très ambigu, charnel, d'amour, de détestation. Celui qui mérite d'être aimé, Mounir, celui qui est digne d'être aimé, Mounir, et puis la dame Marty, Mounir qui a quand même son doctorat en français, et puis il atterrit dans le 3e de Paris, 3e arrondissement. Voilà. Et ça, malgré le fait qu'il soit doctorant, qu'il soit docteur en langue française, on le considère toujours comme un petit arabe. Ça, c'est un des romans d'Abdella Taïa d'une puissance incroyable. Je pense que je dois me présenter un peu. Je suis Max Lobé. Je suis né le 13 janvier 1986 à Douala. Je suis descendant de ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, la guerre du Cameroun contre la France, des millions de morts, du napalm utilisé, des leaders assassinés froidement. Et jusqu'aujourd'hui, la France ne reconnaît pas ce tort incroyable. Mais là, c'est le tort historique. C'est le tort des Bangkok, des Sorol, des ancêtres. Seulement, ils ont planté une graine qui est celle de la civilisation
On doit vous civiliser. Vous devez cesser d'être des singes, des sauvages. Vous devez cesser de parler vos langues goulou goulou gala gala. Et à partir de maintenant, votre ancêtre, à vous tous, il ne sera même pas gaulois, il sera Charles de Gaulle. Et j'ai grandi dans les années 90 au Cameroun, où on me disait, tu ne dois pas parler le bassa, tu ne dois pas parler le douala, c'est la langue des sauvages. Alors il faut parler le français, alors il faut parler anglais. Quelle belle francophonie. Et puis j'arrive en Suisse pour les études. Je fais des études de communication, de journalisme, de politique. Et je me rends compte que je suis toujours à la périphérie francophone. Tout à l'heure, j'ai dit 90. Et quand j'arrive à Paris pour la promotion de mes romans, on dit « Oh, quel joli accent que vous avez !» La langue, les mots qui portent la langue, c'est évident que de dire que c'est un système de pensée très différent. Pourquoi on dit Pride, Gay Pride, LGBT, tout ça? Dans d'autres systèmes de pensée, on appelle ça autrement. Et ce sont encore eux qui sont venus pour nous dire non, vous ne devez plus appeler ça comme ça, vous devez appeler comme ça. Et puis maintenant, ils reviennent pour nous dire, oula. Je vais vous donner un exemple simple. Dans un livre que j'ai écrit pour la colonisation sur la guerre du Cameroun, Confidence, qui a été traduit récemment en allemand, on me dit que je ne peux pas utiliser le mot nègre dans mon livre. Je dis, mais moi je ne fais que citer le colon qui traitait les autres de nègres. Et aujourd'hui, les Allemands me disent que je ne dois pas utiliser le mot nègre parce que ce n'est pas bien pour moi. Also, on est là dans un truc de malade où les descendants de l'oppresseur me disent aujourd'hui à moi, descendant de l'oppressé, quel langage je dois utiliser pour parler de l'histoire qui s'est passée entre leurs ancêtres et les miens. Mais où en sommes-nous? Où sommes-nous? De quoi parlons-nous? Cette posture qui est celle de dire à l'autre ce qui est bien pour lui, ce qu'il doit dire, le Orwell, le langage qu'il doit utiliser, ça m'insupporte. Et alors j'utilise les proverbes. Parce qu'avec mes grands-parents, avec ma mère, on n'a pas besoin de trop parler. Il suffit de lancer un proverbe et puis on se comprend. Par exemple, même à sec, même complètement à sec, une rivière garde toujours son nom. Toujours. J'ai beau vivre chez les Blancs, comme on dit, je suis même devenu blanc. Vous voyez, là, j'ai pris même l'accent camerounais, maman. Mais je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais quelle est ma colonne vertébrale. Je sais ce qui ne va pas changer. Ce qu'on appelle l'inaltérable dans l'altérité. Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis. On va parler. On est d'accord de ne pas être d'accord. Mais il faut qu'on se parle. Et ça, c'est toute ma démarche. Peu importe que je la fasse en bassa, en allemand, en français, il faut qu'on se parle. Ecco.
Alô, alô. Estou ficando desesperado que eu tenho dezenas de outras perguntas e eu já tenho que abrir para a plateia. Então, se vocês tiverem perguntas, eu acho que tem pessoas passando ali, aquela moça ali. Se vocês quiserem escrever as suas perguntas, e a gente vai continuando a conversa. Enquanto isso, eu acho que eu vou lançar mais uma pergunta enquanto a gente espera. Eu gosto muito disso que vocês estavam falando, né? E eu acho que a literatura de vocês tem essa coisa decolonial muito forte, né? Usando a língua do colonizador, né? Num projeto decolonial. Como é que é a recepção da obra de vocês nesse mundo francófono? Existe um limite até o qual o imigrante consegue chegar? Como é que foi essa recepção, né? Pensando nos franceses, nos suíços que leem a obra de vocês. Começando pelo Abdella. L'accueil. Non, là, je pense qu'il faudra être un peu reconnaissant. D'accord, je suis arrivé à l'écriture par moi-même, par mon effort, mes efforts. Et pour trouver une maison d'édition à Paris, ça n'a pas été simple. Il a fallu faire beaucoup de couscous et de tagines. Et beaucoup de danse de ventre aussi. Il fallait les séduire. J'étais encore petit, gentil et sexy. Ben, j'étais tout seul contre la France. J'ai utilisé les armes que j'avais pour arriver à ce que je voulais, me faire éditer. C'était un but déclaré. Pas seulement écrire. Je voulais entrer dans une maison d'édition qui est les Éditions du Seuil. Et quand je suis arrivé à Paris en 98, franchement, je n'avais pas peur de ces Français. Hein. Les Parisiens, les gens du 5e arrondissement, la Sorbonne, les maisons d'édition, quelque chose en moi était déjà prêt pour savoir négocier avec ce monde. Ils m'ont fait attendre 8 années pour me faire entrer aux Éditions du Seuil. J'ai attendu 8 ans. Je ne l'oublie pas. J'ai vu les autres avant moi entrer. Et moi, je n'oublierai jamais ce qu'on m'a dit sur ce que j'ai écrivé et tout ça. Parce que j'avais bien compris qu'il fallait écrire une certaine chose d'une certaine façon pour être publié. Mais quand même, moi je suis un enfant de la rue, un pied nu, le frère de 6 sœurs. Donc il était hors de question de devenir ce petit arabe, même pédé. Même cette histoire d'homosexualité, il fallait trouver une autre manière de la raconter. Ne pas se victimiser comme eux, ils l'attendent. Ne pas entrer dans un discours attendu pour des gens comme nous qui allaient être sauvés par l'Occident et la France. Dès qu'on met ses pieds à Paris, c'est clair, il y a une guerre. Parce que tout le monde vous dit noir, arabe, arabe, noir. C'est renvoyé tout le temps à vous que c'est tellement choquant qu'il est hors de question de devenir cette chose. Parce que comme on dit, il y a un proverbe en Maroc, on dit la terre n'existe pas qu'en France. Hein. La terre existe partout. Hein. La terre d'Allah est vaste. Mais quand même, je voulais entrer aux Éditions du Seuil. Et j'ai continué la stratégie des tagines, des couscous, de la danse du ventre. Donc le petit succès que j'ai eu, que j'ai fini par avoir, j'estime que je l'ai suffisamment payé. Okay? Qu'il vient de moi. Alors comment il m'accueille, comment il ne m'accueille pas, je suis capable de faire une analyse très objective de cela.
Mais je ne vais pas la faire aujourd'hui parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance. Je suis traduit au Brésil. Est-ce que ça, c'est pas la plus belle chose au monde? Ouais, c'est une très belle chose que d'être traduit au Brésil. Mais pour revenir vraiment sur la langue, deux choses. Cette langue que nous parlons maintenant, le français, ça fait des siècles que les Français sont sur le continent et ils n'ont pas appris nos langues à nous. Et nous, on a très vite appris. En moins d'un siècle, on s'est mis au pas. La langue, vous savez, je disais tout à l'heure, ce truc qu'on doit se parler et qu'on doit... En fait, tu as dit que tu voulais rentrer aux éditions du Seuil et il fallait s'adapter à une façon d'écrire ou pas, justement. C'est-à-dire que toute la question est finalement celle de savoir c'est quoi la beauté. Qui est-ce qui définit les critères de ce qui est beau? Pour avoir accès aux éditions du Seuil et donc à la grande reconnaissance du milieu parisien, il faut se démerder pour quand même entrer un peu dans le moule. Soit on fait le révolté total à la Camus, on dit adesso basta. Qui définit ce que c'est que la beauté? Si un homme doit mettre du vernis à ongles, du rouge à lèvres, des talons, il y a quelques siècles, les impérateurs, les rois portaient des talons, ils mettaient du rouge à lèvres, mais jamais personne ne trouvait que c'était indécent. Et je peux faire comme ça avec plein de choses. Dans la musique, on va vous dire la musique classique que j'adore, puis il y a la musique française, puis il y a même le hip-hop, il y a le R&B, et puis il y a Música do Mundo. Musique du monde. Ça veut dire quoi, musique du monde? Littérature monde. Il y a la littérature française, il y a la littérature... Mais il y a la littérature monde. Il y a ce truc-là qui fait que les autres sont le monde et eux, ils ont une identité. C'est la même chose avec citoyens du monde. Mais quel citoyen du monde? Une seconde de publicité. Ça fait 3 ans que je dirige ce projet qui s'appelle Geneva Africa. Un matin, je me suis dit, j'en ai marre, les discriminations, ils ne veulent pas me donner du travail, ils ne veulent pas ceci. Bon, allez, je les laisse. De toute façon, ils ne peuvent pas accepter qu'un noir puisse réfléchir. C'est pas grave. Moi, je vais faire mon truc. Il s'agit de dire que chaque année, entre la Suisse et un pays africain, entre Genève et une ville africaine, ils vont s'écrire des lettres, la correspondance épistolaire, pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois, les Suisses iront en Afrique, les Africains viendront en Suisse, parce qu'il est très important de comprendre d'où va la langue, d'où va la voix, comment, quelle est la réalité qui crée cette voix. Et à la publication, là c'est Genève King, on était en RDC à Kinshasa, et puis on a eu Ouida au Bénin avec le vaudou. Et cette année, nous sommes en train de travailler avec la Côte d'Ivoire. Il faut mettre tout ça à l'horizontale. Tabula rasa. Moi, je suis pour la révolution, pour la révolte,
Je suis très camusien dans ce sens. Ça veut dire qu'on a dit pendant longtemps oui, oui, oui. Maintenant, je dis non. C'est moi qui tiens le fouet. Je vais te soumettre, je vais te frapper, je vais te fouetter. Et puis, ce sera bien pour tous les deux. Parce que tu aimes que je te frappe. Parce que j'aime que tu me frappes. Mais en mettant tout ça en horizontal, on va devenir vraiment les citoyens du monde. Ça veut dire que l'artiste africain, il n'aura plus de problème pour reprendre son visa et venir en Europe. La plus grande barrière jamais levée entre les peuples s'appelle le passeport biométrique. Des Arabes, des Noirs meurent dans la Méditerranée. On s'en fout. Ils peuvent mourir tant qu'ils ne sont pas blonds, bleus, aux yeux bleus et tout ça. On s'en fout, c'est pas très grave. On peut soutenir des dictatures en Afrique, c'est pas très grave. Est-ce que ce sont des êtres humains? Mais il faut toucher au petit-neveu de quelqu'un. Et là, le monde tremble. Et là, on voit ce que c'est que la puissance. Et là, on voit qui est citoyen du monde. Que ce soit la langue, que ce soit l'écriture, que ce soit l'esthétique, que ce soit les arts contemporains, que ce soit la peinture, la poésie, la musique, il y a toujours un quelqu'un là qui vient vous dire « Oh, ça c'est pas beau ». Et puis un jour, c'est ce qu'on appelle la réappropriation culturelle, ils prennent mes tresses, ils prennent mon langage, ils prennent ma façon de danser et ils se font de la thune avec. Et tout d'un coup, ils me disent que c'est magnifique. Non, basta. Basta. Vraiment. Eu tenho aqui a primeira pergunta do público para o Abdela. É a pergunta do Henrique Hernandes. Ele diz, eu vou ler a pergunta, né? Abdela, estou muito feliz de te ver aqui. Queria perguntar que dica, que orientação no nível da escrita e da produção textual você poderia dar para um... Should I repeat? Yeah. Ok, perfeito. Vou repetir então a pergunta. É a pergunta do Henrique Hernandes. Abdela, estou muito feliz de te ver aqui. Queria perguntar que dica, que orientação no nível da escrita e da produção textual você poderia dar para um jovem gay como eu, que quer começar a escrever sobre afetos, intimidades e erotismos homossexuais, mesmo sem ter muita experiência. Je suis là pour ça. Pour donner des tuyaux. Alors, la question n'est pas précise par rapport à quel type de texte il veut écrire. Mais si ce que moi je fais, voilà, parce que je ne peux parler que de cette expérience d'écriture qui est la mienne. Je peux donner mes tuyaux à moi, mes techniques à moi. Je n'écris jamais tout de suite. J'ai une idée. Très souvent, c'est une petite chose, c'est un détail, un petit détail de quelque chose. Pas forcément qui se passe en moi, mais qui se passe là, dans la vie. Je me concentre sur ce détail, je lui trouve tout de suite une tête, une cabeza, c'est-à-dire le titre. Je trouve tout de suite un titre, même si ce titre n'est pas définitif. Et je prends une feuille blanche, feuille vide, j'écris la tête, le titre.
et je la laisse. Et j'ai comme ça plein de têtes qui attendent d'être écrits. Ça, c'est une technique. Voilà, de ne pas, quand on a une intuition d'un texte, ne pas trop se précipiter et laisser un peu de temps. Ça peut être une semaine, 2 mois, 1 an, peut-être 5 ans, on verra. Mais de laisser un petit temps se passer entre cette intuition et l'exécution de l'écriture. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, c'est que toutes les histoires que vous voulez écrire, elles existent déjà en vous. Tout est déjà en vous. Il faut juste faire attention à ce qui se passe en vous. Les histoires de vous, les histoires des autres en vous. Comment elles vous traversent et comment elles vont sortir. Troisième conseil. Ne parlez pas aux autres de vos textes. Ne cherchez pas à trouver des conseils chez les autres. La plupart des gens autour de vous, les amis, les boyfriends, les maris, les femmes, la plupart des temps, ces gens donnent des réponses très limitées et qui vont limiter ce que vous allez écrire. C'est très rare de trouver quelqu'un qui comprenne réellement ce que vous voulez faire. Je suis pessimiste de ce côté-là. Il vaut mieux attendre en vous et vous ce qui va se passer. Pour le dire autrement, la bénédiction d'écrire ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous. Voilà, trois conseils, c'est déjà pas mal. Et si vous voulez être publié, il faudra apprendre la danse du ventre. Excelente, obrigado. Max, a gente só tem mais 10 minutos, então vou te fazer uma pergunta, mas se você quiser também dar os seus próprios conselhos, acho que vai ser bem recebido. Mas a pergunta que eu tenho aqui é: como é viver neste entre-lugar, falando outra língua, vivendo em outro país, mas, sobretudo, tendo deixado muita coisa para trás, sem ser necessariamente incluído nos círculos intelectuais e sociais? Essa é a pergunta, e se você quiser aproveitar para dar os seus conselhos também, a gente agradece. Le premier conseil que je vais donner, c'est travailler, travailler, travailler. Moi, je connais pas la danse du ventre. Je partage pas tout à fait le fait de ne pas discuter avec les autres. Moi, je pense par exemple que le fait c'est un bien grand mot, celui de dire appartenir, mais quand même de faire partie de ce qu'on appelle la communauté queer. Les soirées que je passe avec les amis, où on peut parler à la fois de philosophie, de pornographie, de politique, de mathématiques. Ah, ça m'a beaucoup façonné. Je donne même le titre, je dis de quoi je suis en train de parler, parce que on peut écrire sur la même chose, mais chacun a sa voix. C'est comme dans un marché, tout le monde peut vendre les tomates, mais chacun a ses clients. Donc moi, j'aime bien même discuter avec les autres, les réponses limitées ou approfondies, tout ça me nourrit. Alors, les conseils, travailler, 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 essayer de dormir, essayer vraiment de dormir, c'est pas toujours évident. Sinon, pour le texte lui-même, je dis, quand un texte est déjà produit, il faut de la cohérence, la vraisemblance, la nuance et de la distance. Un roman, avant tout, c'est une œuvre d'art.
ce n'est pas un rapport de Amnesty International, ce n'est pas un rapport de Human Rights Watch, c'est une œuvre d'art d'abord. Et donc, pour moi, travailler, 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 jamais s'arrêter de travailler, et c'est la seule chose qui... ouais, c'est tout ce que je peux dire. J'ai un autre conseil. Si vous avez un texte que vous voulez l'écrire, que vous n'y arrivez pas, essayez de transformer ce que vous voulez écrire en une lettre. La technique de la lettre marche sur tout le monde. À partir du moment qu'on se dit on est en train d'écrire une lettre, l'écriture, le chemin de l'écriture s'ouvre par miracle. Voilà, ça aussi c'est une technique. Ça ne veut pas dire que peut-être le texte à la fin sera une lettre, mais écrivez-la comme si c'était une lettre. Et à la fin, enlevez, chère Simone, je vous embrasse. Vous l'enlevez, vous gardez le texte en lui-même. La technique de la lettre est quelque chose qui a un pouvoir magique qui concerne tout le monde. Et de toute façon, un livre est une lettre qu'on adresse, on dit la bouteille jetée à l'eau, donc complètement d'accord alors avec ça, oui. Voilà, si vous êtes bloqué, mais ça pas seulement d'ailleurs pour les gens qui veulent devenir des écrivains, mais même dans la vraie vie. Bien sûr, et moi j'ai écrit à mes ennemis des lettres que je ne leur ai pas envoyées. À chaque fois que je recevais, et jusqu'à aujourd'hui, que je reçois des messages assassins pour me tuer, pour m'arrêter, pour me mettre à terre, tout de suite j'écris la réponse. Assassine, moi aussi, en tirant des canons, en étant méchant. Si j'ai le pouvoir d'envoyer le message, je le fais, c'est-à-dire que je ne serai pas puni. Mais souvent, je ne l'envoie pas, je l'imprime, la lettre, ou le message, ou l'email, et je le brûle. Je le brûle au sens propre. S'il vous plaît, faites la même chose. Ça aide. C'est de la sorcellerie qui marche. Ok, temos 5 minutos. Não sei se vocês têm considerações finais. Eu tenho um monte de perguntas, infelizmente a gente não vai ter tempo. Até convido vocês a irem ali à tenda de autógrafo e conversarem com os autores. O Max Lobe vai estar hoje às 3 da tarde na Megafauna, ali no edifício Copan, para lançar o livro dele, também vai autografar, vai ler um trecho, eu vou estar lá também é uma outra oportunidade de falar com ele. Mas Abdella, Max, últimas considerações, últimas mensagens, talvez até voltando para aquela pergunta que a gente deixou para trás, né, sobre essa história de viver em outro país, de deixar as coisas para trás, sem ser necessariamente abraçado pela sociedade. Enfim, deixo em aberto para vocês fazerem as últimas considerações. Well, comme gay, pardon, j'allais parler en anglais. Comme gay, on a très tôt l'expérience à la fois de l'attachement pour des personnes que vous aimez réellement, et vous voyez ces mêmes personnes que vous aimez, que vous vénérez, mes sœurs, le système qui entre en elles et qui, à travers elles, vous chasse et vous tue. Et vous avez seulement 10, 11 ans. L'exclusion, je ne l'ai pas trouvée seulement en Europe, je l'ai trouvée aussi dès le départ dans le cercle de l'amour même. Donc dès le départ, il faut, je ne sais quoi, inventer une autre religion, inventer un autre rapport entre vous et le ciel et la terre, c'est-à-dire trouver un autre chemin où vous pouvez simplement marcher. Parce que
je voudrais juste vous le rappeler. Peut-être que vous, devant nous ici, vous n'avez pas de problème avec les gays et les lesbiennes et les transgenres. Mais la terre entière n'est pas encore prête pour nous accepter. Et il y a encore des enfants, des petites filles, des petits garçons qui vivent, qui sont tués, Parce que là, on fait les brillants, d'une certaine façon, devant vous, et on est dans l'autodérision et on arrive à vous faire rire. Mais on pourrait aussi vous faire pleurer. Mais on a choisi de vous raconter nos livres d'une autre manière. Mais ça ne veut pas dire que la souffrance ne continue pas d'exister. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de monde qui ne peuvent pas, même dès qu'ils commencent à essayer d'écrire ou à parler, il y a des gens qui les... C'est la chose la plus dure au monde, que les gens auxquels vous vous attachez, vous les voyez, le système de l'exclusion s'incarner en eux. Et eux-mêmes parler avec le voix de pouvoir, avec la voix de ceux qui comptent. Comment le système entre entre nous et nous empêche de s'aimer. Quand j'étais petit, mes sœurs, elles m'habillaient en caftan, elles me mettaient de maquillage. Et elles devenaient plus lesbiennes que moi. J'étais lesbienne dans une enfance. Et je regrette ce temps où j'étais lesbienne avec mes sœurs lesbiennes. Parce qu'à un moment donné, dès que j'ai eu 13 ans, 14 ans, j'ai vu le monde, mes sœurs, ma mère, le regard qui vous ne savez même plus où marcher. Et là, je sais pas, ça doit être peut-être une forme de lumière en moi a fait que j'ai cru en moi. Et je n'ai pas rejeté les frères et les sœurs. Je ne les ai pas rejetés. Ils m'ont rejeté, mais je ne les ai pas rejetés. Et dans cette action de répondre au rejet par un excès d'amour, quelque chose est arrivé. J'essaie de faire un petit peu la même chose en France. Mais je ne réussis pas complètement. Parce que c'est plus compliqué la France en termes politiques en ce moment. J'ai envie de dire le terme... Le terme répondre à la haine par un excès d'amour, ça me parle beaucoup. Alors, il faut dire, enfance baignée dans une discrimination incroyable du fait d'une masculinité qui n'est pas tout à fait adaptée. Très vite, je développe mes outils pour m'intégrer. Très vite, je comprends que mon arme, c'est là. Et j'arrive en Europe, et là, on devient noir. Out of a sudden, you black! OK! Et là, moi, je leur dis, hey, vous ne commencez pas. Je me suis battu toute ma vie déjà là-bas avec les guerrillos sur la question de la masculinité. Ici, vous ne commencez pas votre histoire de racisme avec moi, sinon je vous descends. Attention. Mais c'est toujours être sur le qui-vive. Vous voyez, il disait, on fait l'autodérision. Non, c'est qu'on est passé par un processus de métabolisme très profond pour comprendre le dedans même des choses. Je vois ce divan, hein, peut-être à la freudienne. Et ce qui fait qu'on arrive à un niveau de pouvoir restituer ce qu'on a pris le temps de digérer. Je parlais tout à l'heure de la bouche à anus. On a ingéré, pleuré, disséqué, digéré tout ça, et on peut remonter à la surface. A kind of born again, la naissance de nouveau. Je voudrais terminer avec une chose. Tout ce qui m'accompagne ces derniers temps dans ma vie, c'est de dire comment est-ce que je fais pour continuer à aimer. Comment est-ce que nous faisons, malgré tout, malgré le poids de l'histoire, malgré les backgrounds qui sont les nôtres, comme ça différents, salés, la condition
économique du cadet de la société, les corps mis à l'épreuve, le corps noir de l'homme noir, tout ce que ça subit. Comment faire pour ne pas sombrer dans la haine et continuer quand même à aimer? Merci beaucoup. Gente, obrigado. Que delícia de conversa. Que pena encerrar. Mas lembrando vocês, os autores vão dar autógrafo agora e o Max Lobe, às 3 da tarde, na livraria Megafauna, no Copan, vai lançar o livro. Na tenda da Megafauna. Mentira, gente. Aqui na tenda da Megafauna, às 3 da tarde, o lançamento do livro do Max Lobe. Muito bem, eu completo aqui. E o Abdellah Tayá vai estar amanhã na Livraria da Tarde. Sábado, perdão, Livraria da Tarde aí sim, lá em Pinheiros, tá? A Livraria da Tarde não está aqui. Então, quem quiser fazer uma repescagem com o Abdellah, sábado, Livraria da Tarde em Pinheiros. E o Max Lobe, 3 horas da tarde, aqui na Megafauna, que fica ali do outro lado. Pessoal, agora os autógrafos